Marc-Emery. Je suis né le 16 mai 1922 à Fouguerolles. Oui. J'habite ici, dans la commune de Fort-Sainte-Foy, au lieu dit Garrigue, depuis 1950. Je suis allé à l'école laïque de Fouguerolles. Oui. Où j'ai passé ensuite mon certificat d'études. Voilà. J'aurais aimé poursuivre mes études, mais mon père m'a dit un jour, pour exploiter la terre, on en connaît toujours assez. D'accord. Bon, je suis... donc j'ai exercé la profession d'agriculteur en famille. Chez mes parents, avec mon frère, nous avions une propriété de 12 hectares. Ah oui, quand même, à l'époque, c'était pas mal déjà, 12 hectares. Surtout vignoble, puisque nous avions l'appellation de Moravet. Donc sur les coteaux, vous étiez? Oui, c'est le coteau, Fouguerolles, c'est le coteau, Moravet. D'accord. Je suis resté à Fouguerolles, où je me suis marié, en 1946. Oui. Et ensuite, mon beau-père, étant malade, m'avait demandé de venir faire l'exploitation où je suis actuellement. D'accord. Je suis venu ici, il y avait une exploitation de 8 hectares. Cette exploitation, elle était vigne et terre cultivable. Bon, suite à ce travail, l'entente était parfaite et mon beau-père un jour a décidé de vendre cette exploitation. Oui. Donc, ma femme avait perdu sa maman très jeune, donc il voulait vendre cette exploitation et donner la part de la maman aux enfants. Malheureusement, avant cette vente, il y a eu un conciliabule entre mes beaux-frères et ma femme pour que je prenne cette exploitation, que j'achète cette exploitation. Mais il y a eu une mésentente entre deux familles, donc nous avons été obligés de vendre. Ah, mon beau-père a vendu cette exploitation, il a donné la part à ses enfants et lui après il s'est retiré à Saint-Philippe-du-Signal. De ce fait, j'ai exploité cette exploitation de 1952 à 1965, en tant que, si vous voulez, salarié avec un salarié. En 1966, le propriétaire a voulu vendre. Et c'est à ce moment que j'ai proposé d'acheter pour me mettre chez moi. Donc j'ai acheté cette exploitation en 1966. Mais entre-temps, en 1964, étant exploitant, je suis allé faire un stage de contrôle laitier au lycée de Saintes. Oui. Parce que le contrôle laitier, c'est un organisme qui est du ministère de l'Agriculture. Oui. Mais pour exercer, il fallait avoir un diplôme. Ah d'accord. Donc je suis parti 1 mois et demi à l'école d'agriculture de Saintes, où j'ai passé un examen, où on m'a délivré un certificat de zootechnie. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que ce certificat de zootechnie nous apprenait le corps d'une vache, de la tête à la queue, comment elle était composée, comment était fabriqué le lait, etc. Et en plus de ça, on adaptait la chèvre. Ah d'accord. Moi je suis allé après à Périgueux et à Bergerac, et je suis devenu contrôleur laitier. Alors ça consistait en quoi? Ça consistait c'était un syndicat avec des éleveurs, ils nous demandaient notre passage tous les mois pour contrôler le lait de la production laitière de chaque bête qui était enregistrée. Et nous faisions la recherche à cette époque-là de la matière grasse du lait. Ah oui, d'accord. Matière grasse, puisque les laiteries payaient le lait à la valeur de matière grasse.
Et ensuite, dans les années qui... Alors, excusez-moi, comment est-ce qu'on procédait pour contrôler la matière grasse? Alors, je vais vous expliquer. Quand nous allions chez un éleveur, le prélèvement était fait sur 2 traites. La traite du soir et la traite du matin. D'accord. À cette époque-là, on avait le seau et la romaine. Le lait était... Parce que le lait, c'est des kilos. Le lait a une densité de 1033 grammes. Donc on faisait un prélèvement le soir, et le lendemain matin, nous revenions faire un autre prélèvement, et on mettait l'échantillon, et ce lait était analysé en ferme, avec le centrifugeuse, de façon de... Vous voyez, avec acide phosphorique, de façon de le faire après, par la centrifugeuse, la séparation du gras. Parce que le gras, c'est-à-dire que ces butiromètres que nous avions étaient déposés dans un récipient à 37 degrés, qui était chaud, de façon que la matière grasse remonte, et là, par un bouchon qui était au fond poussé pour faire l'analyse, pour regarder exactement la valeur de ce lait. Ah oui, d'accord. Mais après, ça a été perfectionné, on a eu des enregistreurs de lait, c'est-à-dire que quand la vache se frayait, là, il y avait un enregistreur qui prenait la dose de lait voulue et qui était versé aussi pareil dans des petits récipients pour les analyses. Mais à cette époque-là, il y a eu un laboratoire qui s'est créé à Bergerac, et là, c'était des laborantins qui faisaient des analyses de lait. D'accord. Nous ne faisions pas. Alors, moi le matin, je travaillais en ferme, et l'après-midi, je travaillais au secrétariat du syndicat à Bergerac. D'accord. Et j'y suis resté 20 ans. Ah oui, quand même, oui. C'est pas mal, oui. Voilà. Le travail en ferme, justement. Alors, autrefois, bon, évidemment, vous êtes tout à la main, hein. Oui. Moi, j'avais ici, quand j'ai pris la ferme, j'avais 8 vaches laitières. Oui. Et une paire de bœufs pour travailler. Mais après, en 1955, on a acheté le tracteur. À Ferguson. Je me souviens, on l'a acheté chez Rullier, qui est là maintenant, à Libourne. C'était un petit gris, là, le Ferguson Ah, mais c'était le petit à essence. C'est ça, oui. C'était de bons tracteurs. Et à cette époque-là, nous avions l'allocation de carburant. Oui, c'est vrai, oui. Par les préfectures. Alors, comment ça se passait, ça? Eh bien, il fallait, par la superficie de votre exploitation, il y avait un quota qui vous était délivré, tant de litres, dans le temps, etc. Comme les jardiniers, à cette époque-là, qui avaient des moteurs Bernard, ils avaient droit aussi à un quota de carburant. C'est-à-dire, c'était qu'on prenait chez Pampuno, là, à Port-Sainte-Foy, et c'était des carburants dégrévés. D'accord, d'accord. On donnait les bons, et après on allait chercher ça en payant, mais pas au prix oui, il n'y avait pas les taxes, quoi. Détaxé, si vous voulez. D'accord. Détaxé. Donc, avec les bœufs, comment ça se passait? Alors, il fallait... C'était beaucoup plus long, le travail avec les bœufs, quand même. C'est-à-dire que le problème que nous avions, à la terre, on se levait de bonne heure et on se couchait tard. Voilà. Bon, comme on disait autrefois, à la terre, au lever du soleil et travailler jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'était plus 8 heures par jour. Mais on s'est habitué, d'autant plus qu'on avait été élevé à la terre, donc on continuait et ce que nos parents nous avaient enseigné. C'est vrai que le plus pénible quand même, c'était l'été, quand il fallait faire les foins. Ah oui. Alors les foins. Alors les foins, on coupait les foins, mais après, les foins, ils étaient travaillés manuellement, à la fourche. Oui. Après, quand on allait ramasser ces foins, c'était à la fourche, ils n'étaient pas bottelés. C'est ensuite, vers 1952-53, qu'on a vu arriver les botteleuses. Oui. Mais c'était le vrac, comme vous l'appelez. Oui, mais d'accord. Et alors, oui, mais alors, pour les foins, il y avait des voisins qui venaient aider, ou comment ça se passait? Des voisins. Ah non. Qui venaient aider? Non, parce que là, dans l'exploitation, j'avais un petit salarié. Oui. Il y avait l'entraide
il y avait l'entraide quand on faisait les dépiquages. Voilà, les La battages. batteuse. Ouais. Il y avait l'entraide quand on faisait des plantations de vignes. Mhm. Hein? D'accord. Il y avait l'entraide quand on vendangeait. Voilà aussi, oui. Mais après, chacun dans l'exploitation agricole, chacun faisait par lui-même, D'accord. par ses propres moyens. Mais parce que en général, on me raconte que les battages, c'était un peu la fête. C'était du travail, Oui, mais en même temps, c'est- c'était la fête quand même. C'était la fête. C'est-à-dire que les battages, qu'est-ce que c'était les battages? La machine arrivait Voilà. avec la locomobile qui faisait, etc. Et ensuite, c'était le voisinage qui venait aider. Voilà. Parce qu'il fallait prendre les gerbes du gerbier, les passer sur la machine. Ouais. Il fallait que le gars coupe le lien et les donne au gars qui séparait, qui égalisait, etc. Les personnalités d'habitude, c'était des fois le maire qui se mettait au sac pour voir la réception du grain, etc. Ouais. Et ensuite, il y avait les gens de panier qui faisaient le panier d'or. Bon, c'était C'était la fête à midi. c'était un peu la fête, c'était un peu un folklore. C'est ça. Et en même temps, c'était la fête. Du repas. Du repas, voilà. Voilà, c'était le folklore, parce qu'à ce moment, les dames des propriétaires faisaient le possible de faire supérieur à un repas que la voisine, ce qu'elle avait fait. Ah oui. Je ne dis pas qu'il y avait une jalousie, mais Oui, oui, c'était oui. ces dames voulaient démontrer leur savoir-faire. Oui, d'accord. À cette occasion-là, c'était un point de rencontre du village. Voilà aussi, oui. C'est vrai, hein, Ah oui. ça comptait. Tout à fait. C'était comme les veillées l'hiver, c'est pareil. Voilà, ah, bonne intervention. Oui, parce que tout ça, pour dire qu'autrefois, les gens comptaient les uns sur les autres Oui, pour l'entraide. certains travaux d'entraide. Et de fait, le soir, il y avait des veillées. Souvent, vous avez Ah participé à des veillées aussi. Oui. Oui. Et écoutez, je vais vous dire, autrefois, dans le village, ici, il y avait des veillées avec les voisins. Voilà. Les dames faisaient des tartes ou des billets, etc. On jouait aux cartes. C'était un moment de Convivialité. décontracté. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui a tous ces veillées? C'est la télévision. Et puis l'esprit des gens n'est plus le même. La télévision a tout tué. Moi, je me souviens ici, quand on a eu le premier poste de télévision, en 1961. Les petits du village, tous les jeudis, ils venaient voir Zorro. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Ils venaient voir Zorro. Les voisins, là, il n'y en avait pas encore, ils venaient voir le cirque, là, comment c'était La piste aux étoiles. Hein, la piste aux étoiles. Oui. Hein, ils C'est venaient vrai. voir ça. Bon, bah alors, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire C'était qu'il un point fallait de qu'une rencontre. télévision par village, ça allait parce que tout le monde venait. Mais Oui, après, ouais. quand tout le monde en a eu, Ah oui, ça a été fini. Et c'était fini. La télévision, là, tout tué. Quand même, Premièrement, pas la du tout le même- télévision, c'est très bien, mais il n'y a que des mensonges. oui, alors maintenant, oui, alors ça c'était devient- pas du tout le même esprit que maintenant. C'était un esprit joyeux, un esprit de camaraderie, il y avait un très bon contact entre nous tous. Oui, oui. Ça c'est sûr, tout le monde. Pour vous Je ne dire. cache pas que tout Et le monde me dit la même chose. à ce Monsieur, niveau-là, c'est monsieur, incroyable. Ah oui. monsieur Cantaner, pour vous dire une chose, quand je suis arrivé à Garrigue, la commune de Port-Sainte-Foy, nous étions 5 fermes. Oui. À ce jour, maintenant, nous sommes 20 maisons. Ah oui. Il y avait que 5 maisons à l'époque en fait. Oui, 5 fermes. Il y a 20 maisons. Et mais oui, mais par contre, vous connaissez vos voisins? Non, Voilà, pas tous. voilà. Bien, je vais vous dire une chose, à part certains, mais à part d'autres qui sont arrivés, il n'y a jamais eu aucune communication. Ni saluer, ni salutation, ni rien du tout. Et vous attribuez ça à quoi finalement en fait? Enfin, il y a un ensemble de choses. Hein, mais- Ce sont des gens qui, pour moi, arrivent de grandes villes, je ne sais pas, de la région parisienne, beaucoup de la région parisienne, qui ont certainement, pendant le temps qu'ils ont passé dans l'activité, ont souffert peut-être de cette population, et que là, ici, le grand air qui respire. Mais il y a peut-être aussi un problème d'individualisme qui est créé par la société actuelle, je veux dire, la façon Oui. dont on vit, dans ton Absolument. travail, etc. Absolument. hein, je crois.
C'est certain. Et, comme vous dites, ça à la télévision, c'est sûr. Hein. C'est certain. Cet individualisme, pourquoi il existe? Parce que chacun se fout. Pour moi, les autres, je m'en fous. Hein? Autrefois, c'est au contraire, c'était le maillon. C'est une société de consommation aux extrêmes maintenant. Oui. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais vu un Leclerc à 800 mètres de chez moi. Ah oui. Et un McDo. Jamais je n'aurais pensé à ça. C'est un McDo ici. Jamais. Quand ils sont venus, que j'ai vu que M. Pénisson avait vendu les terrains, pour un Leclerc ici, mais c'est pas possible. Ah ouais. Et après un McDo, non? Eh bien, voyez. Donc, on travaillait plus d'heures que maintenant, mais on n'avait plus le temps de faire le travail quand même. C'est-à-dire qu'on travaillait plus lentement quand même. Exactement. D'abord par obligation, parce que les bœufs par exemple. Oui, on peut pas aller foutre à midi. À 11h, on détenait. On détenait là. Ouais. Et on repartait vers 4h, quand il faisait moins chaud. Voilà. Puisque à cette époque-là, on marchait à l'heure solaire. Eh oui, eh oui. Mais vous croyez que ces pauvres ouvriers, des couvreurs qui, à 2h, quand ils embauchent, qu'ils les midi au soleil, les toitures, ils se font bouffer par les guêpes. Ça, c'est vrai que. Non, ça ne marche plus, ça. Le monde a évolué d'une façon bizarre. Moi, je vais vous dire une chose. Je rejette cette heure parce que c'est quand les Allemands nous ont envahis, ils nous ont mis l'heure actuelle. Cette heure, l'heure allemande. Ah oui. Il avait fallu avancer d'une heure. Ah oui, d'accord. Ah bon, ça, je savais pas. Donc, c'était l'heure allemande. Ils étaient les vainqueurs. Alors tiens, transition toute faite pour parler de la résistance. Oui. Parce que donc vous avez été résistant. Alors, racontez-moi, Mais je vais vous le dire. comment vous êtes arrivé à la résistance, Voilà. comment ça s'est Je passé. vais vous l'expliquer. Allez-y. Le 20 juin 1943, Oui. j'étais appelé à partir au STO, travail en Allemagne. Ah oui, d'accord, oui. Bon. À cette époque-là, on parlait de la résistance, des réseaux, mais il fallait connaître ces messieurs qui s'en occupaient. Bien sûr, oui. Donc, l'avant-veille du 20 juin 1943, je n'avais rien en main, donc je partais en Allemagne. Et mon père, qui s'occupait des propriétés de M. Ménétré, avait un ami, Jean Ménétré, qui était dans la résistance. Et il a dit à mon père, votre fils, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit pour l'instant, il décide de partir en Allemagne. Eh bien moi je lui fais une proposition. Ah d'accord. S'il désire, à ses risques et périls, il y a un réseau, Castille, et Bornblocker, dont je fais partie, voilà. Et il ira, le 20 il partira, il ira dans la région de Ruche, où il y a un centre, il attendra ces jeunes qui sont réfractaires au STO. D'accord. J'avais des copains, je leur ai dit si vous voulez me suivre, c'est le moment, et nous sommes partis. À combien vous êtes partis alors? Nous sommes pas À combien vous êtes partis là-bas? à 3. À 3, oui, À d'accord. 3. Ils sont partis, les deux copains sont morts. Ils sont morts. Il y a Pignon, Marcel, et Olo, Robert. Ils sont morts tous les deux. Et ensuite, on nous a mis dans des fermes. Ouais. Et bon, on a fait ce qu'on devait faire. Et ensuite, j'y suis arrivé là-bas le 20 juin 1943. Et le 20 novembre 1943, nous avons été dénoncés à la milice, qui est venue arrêter les dirigeants. Et nous, il a fallu foutre le camp où on pouvait. Ah oui. Et moi, je suis venu atterrir en Lot-et-Garonne chez une vieille tante. Ah oui. Et bon, le temps que nous sommes restés dans la région de Blasimont et de Ruche, il y avait un centre de parachutage. Donc nous avons assisté à une nuit à un parachutage des Anglais. Alors c'était simple, les conteneurs qui descendaient du ciel, les premiers c'était l'argent, Ouais. et les autres c'était les armes. Mais nous, on n'avait pas le droit de trop s'approcher, parce que bon, c'était ces messieurs, les patrons, c'était pas nous. Ouais, ouais. Et quel était ton chef? Hein? Quel était ton chef de groupe?
Ah, mais là, on a vu M. Barrière, on a vu... Non, mais c'était le groupe. Hein? C'était quel groupe il s'appelait? Ah, mais il n'y avait pas de groupe là. C'était un réseau. C'était Castille, c'était. Après, je l'ai reçu, qui avait une relation avec de la Bardonnay, etc. Bon, ça, je vous dis, 20 juin 43, 20 novembre 43, il a fallu partir parce que dans la nuit, ils ont tout arrêté. Alors, on est venu nous avertir, ils ont foutu les gars. On était une quinzaine de jeunes groupés dans des fermes, il a fallu foutre les gars. Et j'ai atterri à Machin, à Villeneuve-de-Duras. Oui. Où là, je suis resté là pendant quelques temps, ça nous montrait. J'ai eu contact avec plusieurs groupes. Et je suis resté neutre à ce moment-là. Je n'ai pas participé avec aucun. Et en décembre 1943, j'ai adhéré à un groupe qui s'appelait le groupe L'Oiseau, qui était de la Force. Oui, oui. Voilà. L'Oiseau, oui, connu. Dont le chef s'appelait Pinson, qui a été tué à un moment du Périgord. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, je faisais la navette. D'accord. Parce que j'étais réfractaire. Parce que, oui, je vais vous expliquer. Alors, il fallait que je sois à l'abri et que je manifeste au groupe. D'accord. Donc, c'était bâtard. C'était bâtard. Je n'ai pas participé, je ne suis pas allé dans les bois ni quoi que ce soit. Mais, ce que j'ai oublié de dire au départ, c'est que le 20 juin 1943, l'après-midi, les gendarmes de Véline sont venus demander à mon père où j'étais passé. Ah oui. Car on ne m'avait pas vu à la gare de Périgueux. Ah d'accord, oui. Pour embarquer. Eh oui. Et le surlendemain, ce sont 2 miliciens de Séméard de Vurson qui sont venus en disant à mon père, ton fils n'était pas à Périgueux où il est. Bon, ben, il a dit, mon fils, il est parti ce matin avec une valise, il est majeur, il ne m'a pas dit où il allait. Ah oui. Je ne sais pas où il est, mon fils. Il est parti ce matin. Ah bon. Et puis alors, ça, mon père, je me souviens, leur a dit, puisque celui qui me l'a répété après, il a dit à ces deux gars, entre Français, vous la foutez un peu mal. Hein. Moi, mon père leur a dit, moi à 17 ans, j'étais appelé en 18. Eh oui. J'ai fait le chemin des larmes. Ah oui, en plus, oui. Alors tu comprends, il a dit, maintenant il faut que ça s'arrête ça. Et puis ces deux gars, ces 2 miliciens, ont été tués après par la résistance en 1944. D'accord. Et alors ensuite vous avez continué Alors, je suis pas. Alors, il fallait continuer la fête. Le 4 septembre 1944, je partais sur le front de Royan. Voilà. Alors avec quel groupe c'était là? Alors j'étais avec le groupe L'Oiseau. Toujours, oui. Le groupe L'Oiseau est devenu le régiment Z. Oui. Et donc j'étais là. J'étais avec le capitaine Coste. Et mon adjudant s'appelait Guéretin. Guéretin? Guéretin. Il était du Lot-et-Garonne. D'accord. Et ensuite, bon, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes montés en ligne. J'ai les papiers qui attestent là. Oui. Et donc, quand nous sommes arrivés, donc septembre, quand nous sommes arrivés en décembre 1944, on nous a demandé de nous engager volontairement. Moi, je dis, je ne le fais pas. J'arrive, il y a quand même un an que je roule, mais je ne m'engage pas, parce qu'à ce moment-là, nous devenions le 12e régiment d'artillerie qui partait en occupation en Allemagne. Oui. Donc je dis, si je suis rappelé par voie d'affiche, je partirai. Donc je démissionne, et le 12 décembre, je suis rentré chez moi. D'accord. Bon, donc je n'appartenais plus au 12e régiment d'artillerie, et je ne faisais pas l'occupation d'Allemagne. Mais, en août 1947, je suis rappelé au GOI 112 à Périgueux pour faire une formation pour aller à l'occupation d'Allemagne. Ils m'ont fait faire le peloton, que je ne voulais pas, pour être sergent. Et quand ce peloton est terminé, en octobre, on nous a réunis, habillés de neuf, en nous disant,
vous partez en Allemagne. Moi j'étais heureux, j'étais célibataire après tout. Ouais. Tant mieux, au moins que les Allemands voient un peu de Français chez eux, ils ne les ont jamais vus. Et le colonel nous a réunis, caserne Domini, on était tous là. Et alors, quand il est arrivé en face d'un, sortez du Rhin. Il est arrivé en face de moi, sortez du Rhin. On était une dizaine, sortez du Rhin. On n'a pas compris, on a dit on a dû faire une bêtise. Ils vont nous foutre en tôle ce temps, certainement, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils nous fassent sortir du Rhin. Alors le capitaine nous a dit, messieurs, vous êtes libérés, vous ne partez pas en Allemagne. Et j'ai dit, pourquoi? Parce que ça, vous en avez assez fait, vous êtes libérés. Il y avait des gars à côté de moi qui étaient mariés, qui pleuraient, qui voulaient pas y aller. Moi, je dis, moi, je suis volontaire pour eux. Ah non, 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 c'est eux et non vous. Vous, ce soir, vous êtes démobilisés. Vous pouvez... Ah, d'accord. Et là, voilà C'est drôle, ça, oui. Donc, je suis rentré chez moi, là, à 45, fin octobre. Pendant 3 mois, ils m'ont fait faire le parcours des fait pas n'importe. C'est pas grave, je suis pas mort. Ouais. Voilà. Donc, suite à tout cela, j'ai eu quand même des récompenses. J'ai eu la croix du combattant au titre de la résistance par décision ministérielle. Ensuite, j'ai eu la médaille que j'y tiens beaucoup de réfractaire et maquisard. Ah oui, oui, d'accord. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Ouais. Ensuite, j'ai eu la médaille commémorative de la Libération. Et la dernière, j'ai eu la médaille du titre de la Nation. Si je vous demandais qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de mieux dans le progrès et qu'est-ce qu'il y a de moins bien dans le progrès, soit en matériel, soit en façon de voir. Sur le plan... À tout ce que vous voulez. Bon, alors moi je vais vous dire, sur le plan social, Oui. il y a eu une avancée terrible. Parce que moi je me souviens de cet exemple, quand mes parents, mes grands-parents étaient malades, c'était eux qui payaient tout, et médecins et remèdes. Oui. Pour moi c'est une avancée, il n'y avait pas de congé payé. Exact. Et oui. Je trouve que sur le plan social, il y a une grande avancée. Et je trouve aussi que la plus grande avancée, c'est sur le plan médical. Oui. Il y a une avancée terrible. Et quand on voit ce que l'on fait, ce que nos grands chirurgiens peuvent faire maintenant, c'est à applaudir des deux mains. Ah oui, c'est sûr. C'est à applaudir des deux mains. Pour les grades cardiaques et tout, c'est sûr qu'il y a... Les petits diamants qu'on détache. Oui, aussi, oui. Ensuite, Oui, c'est vrai. Oui. Ensuite, pour le travail, ce travail qu'on a mécanisé de plus en plus, qu'on a sophistiqué. Quand je vois des tracteurs maintenant, le prix qu'ils coûtent, ils coûtent plus cher que des voitures. Ah oui. Alors là aussi, c'est très bien. Je trouve qu'on est rentré dans le XXe siècle bien. Et ensuite, je ne veux pas critiquer, mais si j'aurais peut-être quand même une petite idée derrière, les banques. Oui. On a prêté aux gens. Oui. Autrefois, je me souviens, quand le Crédit Agricole de pour cette fois s'est créé en 1900, je ne me souviens pas exactement, le directeur s'appelait M. Verprat, Oui. il y avait 2 secrétaires, Rousier et Biermès, qui étaient dans le port. Je me souviens qu'autrefois, les gens se cachaient pour aller demander un prêt. Oui. C'était une honte. C'était une honte. Ouais, ouais. Maintenant, ça s'est démocratisé. Non, puis justement, le progrès a fait qu'il faut acheter toujours du matériel neuf, si possible mieux que celui du voisin. Voilà. Et il n'y avait pas cet esprit-là autrefois. Ouais. Il faut gagner beaucoup d'argent, donc il faut avoir des terres plus grandes, il faut travailler plus, il faut produire plus, donc mettre beaucoup plus de produits chimiques dans tous les tours. Hein. Tout ça, c'est... Autrefois, une ferme, ça vivait en autarcie. Quasiment. Mais bien sûr. Je prends un exemple sur le vignoble ici. Oui. Nous avons subi les grandes gelées de 1956, où le vignoble a été anéanti, les vergers, etc. Alors on a décidé, la vulgarisation, de faire des vignes à haute futée, pour éviter la gelée. C'était très bien, mais en plus de cela, on a eu des rendements extraordinaires.
de 110-120 hectolitres hectare. Ouais, ouais. Autrefois, quelqu'un faisait 40 hectolitres, 50 hectolitres péniblement. Ouais. Hein? Eh oui, aussi, oui. Tant pis, Donc, c'était des... est-ce qu'on a, on a une surproduction? Ça, je ne sais pas. Parce que les vignes hautes, ça faisait le double de rendement. Oui, oui, oui. Bah oui. Écoutez, moi, quand j'ai quitté le contrôle laitier, Ouais. en 1982, puis j'avais dit qu'à 60 ans j'ai arrêté, la production laitière dans mes éleveurs, c'était en principe, en 280 jours de lactation, Ouais. c'était 7000, 8000 kilos de lait. Mhm. Hein, chez des éleveurs vraiment avertis et champions. Maintenant, avec la prime Holstein, on arrive à des productions de 15 à 18 000 kilos. Ah, ouais, ouais. Ah, oui. C'est l'usine à lait. Eh oui, oui. Alors, Et sinon, le progrès, alors, par contre, dans la maison, point de vue confort, il y a eu quand même, pour les femmes en tout cas, je sais que ça a été... Ah oui. Oui, il y a eu un progrès formidable. Quel est le progrès le plus profitable pour vous, pour une femme? Je pense que c'est le lave-linge. ah oui, Tout le monde le dit, hein. Toutes les femmes disent ça. je me suis... Parce vous que avez- le lave-vaisselle, tout le monde en a, mais on a fait la vaisselle. Oui, Même c'est- quand on était nombreux, on la faisait à la main, c'était pas quand même... Non, non, oui, c'est pas facile. C'est terrible, mais tandis que le linge, moi, j'ai élevé mes 2 enfants avec, à la main, mais je mettais ma lessiveuse bouillir, les couches, et après j'allais les rincer au ruisseau. Et après, Il y avait le ruisseau on avait un communal petit- pour rincer le linge. Ah, on ouais. avait un petit lavoir là, Oui, au un lavoir. ruisseau. Ah, d'accord. Il est plus là. Ils l'ont démoli. Ils l'ont démoli. Ils vont le refaire. Rex le fait refaire. Ah bon. Oui, et mon mari m'amenait le linge avec la Ah brouette au ruisseau pour rincer. Tandis que après, maintenant, les mamans qui ont des enfants, c'est un plaisir. Elles ont tout. Seulement, d'un autre côté, il y a aussi, on jette. Ça coûte Mais- très On cher. jette, on prend des couches, on jette, Ça tandis coûte que nous, beaucoup on plus Quand, cher. quand on conservait. pardon, quand ma femme faisait la grande lessive, les draps, il y avait la lessiveuse qu'on faisait bouillir. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Hein? Dans cette société actuelle, je trouve qu'il n'y a plus de respect. Oui. Hein? J'ai remarqué, vous arrivez dans un magasin, vous saluez, bonjour monsieur, dame, personne ne répond. C'est vrai. Il y a encore un peu de... Quand j'ai remarqué, les Leclerc, enfin, c'est des points de rencontre. Oui, voilà. Voilà. C'est des points de Ici, oui. rencontre. C'est vrai. Ici, oui. Ouais. Les gens viennent. Moi, dernièrement, j'ai vu des gens qui venaient de Compogne, mais on vient ici parce qu'on va retrouver des amis. Voilà, c'est ça. C'est comme au marché, en fait, hein, Ah oui. samedi matin. Il est beau ce marché le samedi. Ah, ça, c'est un des plus beaux de France. C'est un hein. des plus beaux de France. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, beau. Et justement, tiens, vous rappelez des foires du 20 mars de l'époque? Oui, Ah oui, Ah, oui, parlez-moi un peu, tiens, de ça. oui, alors écoutez, moi, le mars, autrefois, c'était C'était la fête. c'était la fête. À l'agriculture, les gens qui occupaient les domestiques, ils avaient la journée libre pour participer Ouais, à cette fête. ouais. Là aussi, il y avait un rassemblement. Le matin, c'était la foire aux bestiaux. Mhm. Au champ de foire, il y avait je ne sais combien de bêtes, bêtes de travail, bêtes de somme, vaches laitières, etc. Bon, dans les années qui ne sont pas très loin, ça a été fini. Ouais. Personne ne plus n'est venu. On a remplacé ça par des tracteurs et des voitures. Eh oui. Ensuite, c'était la fête de la jeunesse. Aussi. Les manèges, les autotamponnantes, les tirs à la carabine, etc., les loteries. Hein. Ouais. C'est tout ça. Maintenant, moi personnellement, je n'assiste plus à ces fêtes-là, mais je vois bien que ça se dégrade. Il y avait le pique-nique sur le bord de la Dordogne à midi. Ah bon? On a Oui. porté le repas, Ah ouais, on Oui. marchait sur le bord de la Dordogne, Ah tous, oui. on était tous ensemble là. Quand il faisait beau. Même quand on ne se connaissait pas, on liait conversation, Voilà. on échangeait un peu de produits. ça a bien changé. C'était une fête terrible. C'est- Et l'après-midi, ce sont c'était des- joyeux aussi. On les a maintenus, mais c'est un peu bâtard. Oui, maintenant, c'est plus du tout, c'est pas... Et vous, écoutez, vous allez au 20 mars, là. Vous allez défiler dans les gens défilent dans les rues, impassibles. Ouais. Vous n'avez pas... Tandis que ça riait, ça criait, C'est la- c'était maintenant, c'est la- joyeux. C'était... Là, maintenant, on sait C'est plus la ce que grande foire que- commerciale, les tracteurs pour de la pelouse, les... Ouais.
les petites Non, mais il y tondeuses. avait une ambiance qu'il n'y a plus maintenant. Là aussi, ces journées-là, c'était des points de rencontre. Ouais. Et oui, oui. Entre cousins, et de se retrouver avec des parents, etc. Qu'on ne voyait pas. Les fêtes de village, oui, on a parlé des marchés, mais vous m'avez dit qu'autrefois il y avait des Oui, fêtes alors de- au Perrier, là, chez Norbert Petit, Ouais. il y avait un village, il y avait au mois de juin une fête Ouais. où il y avait une salle de bal, et puis ensuite, vous savez, tous les jeux qui existent, les pots qu'on suspendait, on foutait des cendres dedans, ou de l'eau, les gars, y allaient pour casser ça, ils recevaient ça sur la figure. Ouais. Où il y avait le jeu de la poêle, on mettait des pièces dans du cirage, et le gars avait le nez, il fallait qu'il ait tout Ah non, les ça je connais pas, tiens. Ah, si, si. Je me rappelle pas en Ah, tout si. cas. Il y avait même, il y a la poêle avec du cirage et la pièce qui était collée dedans, et les mains derrière le dos, Ouais. il fallait enlever. Ouais. Et il y avait aussi la bassine d'eau avec les pièces dedans. Alors qu'est-ce qui se passait? Les jeunes, les gamins, ils étaient là. Les adultes, ils passaient, tu les foutais baisser la tête. Ah Ils oui. lui faisaient plonger la tête dans l'eau. Les mangeurs de ficelle. Ah oui. Les mangeurs, ils coupaient par exemple 2 mètres de ficelle qu'ils attachaient à une barre, et là ils faisaient. Alors les gars faisaient rigoler. Le gars qui mangeait là, ça va tomber. Ah, d'accord. Et le bas de cocagne. Et le macocagne, c'est ça. Ça, surtout, ouais. un mas de cocagne dans une fête locale, ça primait. Vous savez que le mas de cocagne, on y passait de la graisse. Oui, ça me rappelle. Ça, Tout ça, les du gars. savon noir, ouais, enfin, Oui, du- oui, ça, ouais. voilà. Ouais. Et alors, ils ont attendu. Et après, il y avait, je me souviens, le jeu de massacre. Ah oui, aussi, oui. Les gars qui venaient pour se faire foutre des œufs par la figure, plutôt que les balles qu'ils donnaient. Ouais, ouais. Ah oui, oui, ça je me rappelle aussi. Il y avait. Et après, il y avait le feu d'artifice. Et voilà. Ah, Tout le le taureau. monde venait. Le taureau de Figo. Ou le taureau de Fégo, mais le taureau de Fégo il est venu plus tard. Plus tard, oui. Mais au départ, c'était le feu d'artifice. La belle bleue, etc. Il y avait, il y avait des musiciens qui venaient. Alors, il y avait le bal. Oui. Oui. Alors, il y avait la fête champêtre qui venait, et la salle champêtre, je dis, et il y avait un orchestre qui venait, qui était de la région, Accordéon. avec un jazz, avec un saxophone, un piston, etc. Ce qui faisait danser. C'était des danses d'autrefois, pas de maintenant. C'était la java, c'était la valse, Voilà. c'était la mazurka. Le passo doble. C'était le passo Le passo doble, Ouais. c'était tout. Le slow, mais il y en a- Le c'est tango venu plus aussi. tard, c'est venu plus tard le slow. Le tango aussi. Le tango aussi. Ah ouais, c'était sympa. Il y Mais avait c'était- une là, il y avait à la gare. Le, Ah oui, le- aussi. le problème qu'il y Au avait, 14 mots, là. c'était surtout que dans ces fêtes locales, c'était la fête de la famille. Parce que beaucoup de gens avaient des parents qui venaient. Voilà. Voilà. Moi, je me souviens à Fougerolles, chez nos parents, tous les ans, c'était la fête le dimanche, après le 15 septembre, c'était tantôt la famille de mon père qui venait, Voilà. l'année d'après, c'était la famille de ma mère. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ils venaient, les parents. Oui, c'était vraiment un événement qui fait que les Ah gens oui, se déplaçaient. Oui, quoi. ils venaient. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est on parlait du progrès, mais avant la voiture, il y avait le vélo, Ah voilà. et avant le vélo, il y avait les bœufs ou les chevaux. Et avec le les cheval. charrettes, Et quoi. le cheval. Quand il y avait un décès, donc toute la famille venait, et il y avait un repas, c'est ça. Exactement. Et oui. Eh oui. Et il y avait un repas. Oui, mais ça je l'ai connu, moi. Et après, ça s'est. Au lieu de faire les enterrements le matin, on les a fait l'après-midi. Ça a été fini. On n'enterrait que le matin, justement, pour On faire enterrait un que repas de famille. le matin, moi je me souviens, c'était le matin. Oui, c'est vrai, oui, maintenant vous le dites, oui, c'est vrai. Ah oui. Et je me Oui, souviens, oui, ça je me faisait, souviens. oui. Moi, quand mes grands-parents sont morts, mes grands-parents, mon grand-père est mort en 1944, mais moi je n'étais pas là puisque j'étais au maquis. Mais quand ma grand-mère est morte en 1953, tous les parents sont venus, il y avait le repas à midi. Eh bien sûr, oui. C'est fini maintenant. Quand mon père est décédé, c'était l'après-midi. Quand ma mère est décédée, c'était les obsèques l'après-midi. Quand mon père est décédé, c'était les obsèques l'après-midi. La famille Oui, c'est vrai, même, il y a ça, pas. Si le soir, on offre un rafraîchissement, mais c'est tout. C'est vrai, oui. Ça, c'est vrai, c'est pas que ça, vous êtes le premier à le dire, mais c'est important aussi, ça. Ça montre bien qu'il y a vraiment un changement de société Ah, quoi, voilà. à ce niveau-là aussi. Hein. Bien sûr.
Ouais. bien sûr. Ou est-ce que c'est qu'on veut plus faire l'effort maintenant de le faire? Est-ce que c'est compliqué, hein? Et les enfants, ils allaient à l'école à pied. Oui. Même voilà. ceux qui À étaient très pied, loin. à pied. Ils portaient leur petit repas à midi dans le cartable. Maintenant, vous avez que des voitures là-bas. Ah oui. Nos On va aller chercher en nos voiture. enfants sont allés à l'école au port, ils partaient à vélo. Ah oui, non, mais tout ça. Là maintenant, je vois le matin les mamans qui arrivent avec les voitures. Bon, c'est un point de rencontre aussi entre les mères. Oui. Ça discute un long moment, etc. Enfin, c'est pas pareil que les points de C'est la société de consommation. Eh oui. C'est le point début. Si vous avez des conseils à donner à des jeunes, Je donnerai simplement aux jeunes de maintenant d'être vaillants et l'honnêteté morale. ouais, Moi, je dirais une chose maintenant, on refera pas les long, gens hein. vivaient mieux, plus paisiblement, il y a 40 ans de ça, 50 ans que maintenant. Ils sont tous, il n'y a que des infarctus. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous, C'est le stress. en plus de ça, Ouais. on dit nos jeunesses endettées. Oui. Bon, il faut, quand on lit les journaux, on voit bien ce qui se passe. Ben oui. Bon. Quand on voit que cette année, on va manquer de conserves pour les restos du cœur, c'est qu'il y a une surcharge qui vient. C'est sûr. Oui. Non, il y a un problème malheureux. Je ne suis pas raciste. Parce que, bon, mais quand je vois tous ces pauvres gens qui viennent ici, que voulez-vous qu'on leur donne comme travail quand on fout les nôtres dehors? Il n'est pas possible. Je veux la solidarité. Mais la solidarité, c'est un beau mot. Mais les gens s'en foutent maintenant. Ouais. Il y a trop d'égoïsme. Ah oui, oui. Et il y a des gens qui gagnent trop d'argent par rapport à d'autres. Alors ça, c'est un joug que je mettais sur un bœuf. Un bœuf à brancard. Et donc, alors, on mettait Et avec des courroies, on attachait aux cornes du bœuf. Voilà, c'est ça, oui, ok. Et pour le diriger, c'est autour de l'oreille, c'est ça, hein? Aux oreilles, on mettait un cordage. C'est ça, voilà. Et Oui. là, un peson. Ah, oui, il est beau. Ah oui, en effet, oui. Oh, mais il était sophistiqué, celui-là, quand même, hein? Oui, il a certainement pesé. Mais pas Et moi. avec ça, c'était un coupe-chardon. Il coupait, il y avait un On coupait manche, les chardons. il y avait avec un ça. manche, un grand manche en bois. Ah oui. Et on allait dans les champs de blé, il coupait le chardon avec ça. Oui, oui, mais on m'a raconté, mais je n'avais pas vu l'outil, par contre. Oui, oui. Là, il y avait un grand manche. Et D'accord, puis, je comprends. Ça fait un bougeoir, maintenant. Oui, c'est sympa, c'est une bonne idée, oui, d'ailleurs. alors ça, Ah ouais, d'accord. c'était le calèle. On s'allumait le soir avec ça. Comment vous faisiez? Vas-y, montrez. Il mettait de l'huile dedans, il foutait le feu, ça éclairait la cheminée. Ah oui, d'accord, oui. Parce que autrefois, le papé et la mamée, c'était eux qui s'occupaient du feu. Eh oui, bien sûr, Et oui. ils faisaient les sauces ou les tartes avec ça. C'est Sur la tourtière. C'est une tourtière, ça, oui. tourtière. Oh, c'est joli par ici, là. Alors, Le vieux soufflé là-bas. je viens souffler. Ah là, oui, ça, il est beau aussi, celui-là, oui. Ça, c'est un plongeur. C'est quand on pompait le vin, Ouais. dans les grands fûts, Oui, oui. c'est ce qui servait. Voilà. D'accord. Et ça. Ça, c'était pour les barriques, pour faire mettre les cercles. Oh, il est beau, celui-là, oui. Ah oui, c'est un bel outil, ça. C'est rare, hein, ça, maintenant, je crois, non? Et ça, Et là, ça, c'était c'était quoi? pour couper les barres de bandage. Ah, Quand on mettait la bandage autour de la vis, Ouais. on mettait une trappe et on mettait des bois et on serrait. Et après, le bar, il filait, il se Ouais, sortait. ouais, ouais. On coupait ça et on rechargeait. et on rechargeait par-dessus, voilà. C'était pour le couper, ça. Ah oui, l'ancienne grange, donc. Ah oui, d'accord. Regardez, j'ai tout gardé. Ah oui, ah oui. Il y avait le truc pour les vaches et tout, là. Alors là, c'est un débarras maintenant. Oui, non, bien sûr, mais bon. Ah, vous êtes tous laissés en état, c'est bien.